Moi, je voudrais juste revenir sur le droit lui-même, parce que je pense que je suis allée un peu vite tout à l'heure, et justement, nous, notre moyen d'action, c'est pas forcément des grandes campagnes de mobilisation, parce qu'on n'en a pas les moyens, et puis c'est pas l'objet de Sherpa, c'est plutôt de montrer les limites du droit. Après, justement, aux autres ONG, au pouvoir public de s'en saisir pour le faire évoluer. Et notamment, justement, tout à l'heure, quand on parlait de droit dur, droit mou, on a dit qu'on avait utilisé le droit mou, par exemple, le principe directeur de l'OCDE. Évidemment, on utilise le droit dur, c'est-à-dire qu'on dépose des plaintes quand c'est du pénal ou des actions judiciaires, quand c'est du civil, contre des entreprises. Les limites, c'est par exemple justement l'action qu'on a déposée avec Éthique sur l'étiquette et Peuple solidaire contre Auchan, dans son implication pour le Rana Plaza. La limite, c'est qu'on est allé chercher un outil juridique qui est la publicité mensongère, parce que pour essayer de démontrer que les codes éthiques, tout ce qu'elle raconte, tout ce que justement Auchan raconte sur la façon dont elle se comporte, elle respecte les règles de l'OIT, elle respecte les principes directeurs des Nations Unies, etc., etc. À l'autre bout de sa chaîne de sous-traitance, on considère que c'est faux. Donc on a utilisé ce moyen qui est « vous avez menti à vos consommateurs », donc au juge de décider si oui ou non elle a menti. Mais nous, on considère que ce moyen d'action, évidemment, est assez limité, puisque ça ne répond en rien à la réparation. Il ne va pas y avoir de réparation des victimes à l'autre bout, et puis ça ne répond pas non plus à tout ce qu'on demande, c'est-à-dire la prévention. Il n'y a pas de vigilance dans cette action-là. Alors on est un peu en disant, il y a un moyen, on l'utilise, la publicité mensongère, en revanche il est extrêmement limité. Et c'est pour ça qu'on fait par ailleurs du travail de plaidoyer sur la proposition de devoir de vigilance. Depuis une dizaine d'années, et surtout depuis 3-4 ans, au niveau international, on a vu un mouvement plutôt positif avec l'ISO 26000, avec la révision des principes directeurs de l'OCDE, qui parle justement de devoir de vigilance, avec les principes directeurs des Nations Unies. Donc tout ça fait que on s'en sert pour dire justement il est temps de le décliner dans le droit français, dans le droit européen, parce que quand on essaye de réformer au niveau français, on nous dit que ça ne sert à rien, problème de compétitivité pour nos entreprises, il faut le faire au niveau européen, voire international. Donc on n'a pas parlé, mais il y a une résolution des Nations Unies en juin dernier sur la possibilité d'avoir un traité international contraignant sur la responsabilité des multinationales. Ça montre quand même qu'au niveau international ça bouge. Au niveau français, on essaye de faire bouger, bien qu'il y ait beaucoup de réticences. Donc voilà, on a besoin, c'est vrai, que les gens se mobilisent sur ce sujet-là, mais comme ce sont des sujets complexes, c'est extrêmement difficile de faire des campagnes de sensibilisation parce qu'on a l'impression qu'on perd les gens assez facilement sur ces problématiques. Oui, je crois qu'il faut revenir un petit peu sur les raisons pour lesquelles on parle tant de RSE depuis quelques années. Et je pense qu'il y a deux raisons qui sont intimement liées, et il y en a aussi une troisième qui est un peu moins liée. La première raison, c'est qu'il y a eu une prise de conscience de plus en plus forte des sociétés civiles des risques potentiellement irréversibles sur la planète, et qui a conduit à un abaissement du seuil d'acceptabilité de ces risques dans un monde qui s'est beaucoup globalisé. Que ce soit des risques sanitaires, des risques environnementaux et des risques sociaux. Et l'émergence de cette société civile organisée dont vous faites partie, dont nous faisons partie, est un élément important justement de pression sur le monde économique, sur le milieu des affaires. La deuxième raison, c'est une crise très forte de légitimité des entreprises. Toutes les enquêtes le montrent auprès des opinions publiques. Les entreprises, et en particulier les entreprises multinationales, ont une mauvaise image de marque auprès des opinions. Et ce qui fait que ces grandes entreprises, notamment, sont en recherche de regain de confiance. C'est un peu leur faiblesse. Et le risque de réputation, elles n'arrêtent pas d'en parler, et qu'il y a toute une série de dispositifs justement qui sont mis en place en matière de RSE pour essayer de rechercher, de retrouver cette confiance auprès des opinions publiques, cette légitimité sans laquelle elles ne peuvent finalement pas exercer leurs activités. Et puis il y a une troisième raison qu'il ne faut pas oublier, c'est l'affaiblissement des États.
la dérégulation, la déréglementation, avec toutes les politiques libérales qui ont eu lieu dans les grands pays développés au cours des 20 ou 30 dernières années. Ça a considérablement affaibli les États, à tel point qu'aujourd'hui, on en parle presque tous les jours, les pouvoirs politiques apparaissent impuissants face à toute une série de problèmes qui apparaissent dans le monde, que ce soit des conflits armés, que ce soit des crises sanitaires, alimentaires, etc. Et où on rencontre l'opposition pas toujours, mais souvent, la réticence ou la résistance de ces cabinets ministériels qui sont sous la pression des grandes entreprises. Et notamment la FEP. J'ai interpellé la FEP, le MEDEF, et quelques jours après, je recevais un message de la FEP me conviant à un petit déjeuner. Pour qu'on s'explique. Alors effectivement, j'y suis allé. On a discuté en particulier de la proposition de loi qui avait fait l'objet donc de cette soirée à l'Assemblée nationale. Et le directeur de la FEP m'a dit « c'est une abomination ». C'est une abomination, cette proposition de loi, parce que, vous comprenez, ça va affaiblir la compétitivité des entreprises françaises dans le monde, on n'a pas besoin de ça, dans le contexte de crise, etc., etc. Donc, on nous renvoie constamment à la compétitivité des entreprises multinationales françaises. C'est pas le moment de faire des choses pareilles. L'action, c'est justement, effectivement, de pousser les pouvoirs politiques un peu dans les retranchements. Et c'est pas parce qu'on a un gouvernement socialiste qui nous facilite la tâche. On peut même se demander si c'est pas le contraire même, parce qu'il est effectivement il est très attentif, notamment Bercy, est très attentif aux récriminations du monde des entreprises, en particulier des grandes entreprises, la FEP dont je ne peux pas la citer. Merci beaucoup pour ces témoignages. Pour compléter l'ensemble, j'invite les participants à prendre la parole. Sur la compétitivité, ça dépend un peu des interlocuteurs qu'on a en face de nous, évidemment. Je pense que l'un des arguments principaux des ONG, c'est de dire si vous êtes compétitif parce que vous violez les droits de l'homme, ça veut dire que votre business model est fondé sur la violation des droits et c'est pas acceptable. Les États ont signé des conventions, vous devez respecter les droits de l'homme. Si par ailleurs ça vous permet une certaine compétitivité, tant mieux. Mais d'abord c'est le respect des droits. Bon, d'autres associations de la société civile essayent de le formuler autrement en disant ça va vraiment vous apporter un avantage concurrentiel. Alors effectivement, il y a deux types de réponses. Il y a la réponse de principe qui consiste à dire les droits de l'homme, c'est pas négociable en quelque sorte. C'est quelque chose qui est au-dessus de l'économie et on ne peut pas accepter qu'une entreprise soit compétitive parce qu'elle ne respecte pas ou parce qu'elle viole les droits de l'homme. La réponse économique est un peu plus compliquée, parce que ça dépend un peu des secteurs. Il y a quand même beaucoup de secteurs où le problème ne se pose pas, en quelque sorte. En revanche, on ne peut pas dire qu'aller s'approvisionner au Bangladesh, au Vietnam ou au Cambodge, ça ne permet pas à des entreprises comme Auchan ou Carrefour d'être compétitives, bien au contraire. Mais le raisonnement qu'on peut faire, c'est que sur le long terme, quand même, ça va finir par être moins compétitif. L'augmentation des salaires, une meilleure prise en compte des conditions de travail qui vont augmenter les coûts du travail. On le voit déjà par rapport à la Chine. La Chine est déjà plus compétitive par rapport à des pays comme le Vietnam, le Bangladesh, etc. Alors déjà, le Bangladesh, on peut se demander s'il n'est pas déjà de moins en moins compétitif par rapport à des pays d'Afrique de l'Est. Alors, on va reculer comme ça, effectivement. On peut reculer les lieux où les coûts sont les meilleurs. Effectivement, sur la question de la compétitivité, c'est vrai ce que dit Michel. En même temps, donc ça c'est vraiment très spécifique au secteur textile ou au secteur à forte intensité de main-d'œuvre. Et sur la question précise des droits humains au travail, en fait, ce serait très peu coûteux pour l'entreprise de respecter les droits fondamentaux au travail au Bangladesh. En fait, quand on a des montants de salaire de $50 par mois, 50 € par mois,
Non seulement la question des droits humains elle doit être sanctuarisée, effectivement, dans les décisions économiques, mais en plus, si on compare, je ne sais pas, avec les contrats de sponsoring signés, que signe H&M avec Beyoncé, c'est sans commune mesure avec la mise en œuvre tout au long de sa chaîne d'approvisionnement d'un salaire vital, par exemple. Donc c'est vraiment une question aussi de modèle économique et d'arbitrage politique, tout simplement. Aujourd'hui, dans le prix d'un vêtement, on paye le contrat de Beyoncé. On ne paye donc. Très simple, et il faut faire une addition, mais il suffirait de réduire les marges, effectivement. Mais c'est là que la question purement politique de la décision économique, finalement, entre aussi en jeu. Donc ça, quand même, quand on pose ces questions aux multinationales, et encore une fois, je ne parle pas d'extractif, je parle précisément, elles ont du mal à nous répondre sur cet argument. Parce qu'en fait, même en doublant les salaires au Bangladesh, toutes les multinationales du textile peuvent avoir une entrée de prix, une entrée de gamme équivalente à ses concurrents. On a 4 axes de plaidoyer et l'un de ces axes, c'est l'exemplarité de l'État. Donc faire en sorte aussi que l'État, quand il est actionnaire, respecte les conventions internationales et ses propres lois. Et c'était le cas notamment, nous, dans l'accord qu'on avait signé avec Areva. L'État avait plus de 80% à l'époque dans Areva. Je veux dire, vous ne pouvez pas signer les principes directeurs des Nations Unies en juin 2011 et puis par ailleurs faire comme si dans les entreprises dans lesquelles vous êtes actionnaire, ne pas mettre en place justement ce respect des droits de l'homme. Ça reste compliqué parce que vous êtes face à des États et donc vous n'avez pas non plus le même pouvoir que quand vous êtes face à une multinationale, vous avez les campagnes de dénonciation, etc. Il y a, comme disait Michel, une sorte de respectabilité qui veut être retrouvée, d'attirance du client, etc. Vis-à-vis des États, c'est plus dur. Effectivement, le Bangladesh, c'est aussi un très bon exemple d'État défaillant, d'État aussi extrêmement corrompu, dans lequel la majorité des députés ont des intérêts économiques dans le secteur textile. C'est aussi le questionnement, il faut aussi questionner le modèle de développement qu'on a imposé au Bangladesh. Dans les années 90-2000, c'est un pays qui s'est ultra spécialisé sur un secteur uniquement tourné vers l'exportation, à forte intensité de main-d'œuvre, à faible qualification. Donc c'est un État qui a bénéficié d'accords bilatéraux, d'accords entre l'Union européenne et les États-Unis pour avoir un accès au marché européen s'il se spécialisait dans le textile, ce qu'on n'a pas proposé au Bangladesh, quand c'est aussi Banque mondiale, FMI bien sûr, plus l'Union européenne, c'est d'investir dans un secteur textile de qualité, par exemple. Ça veut dire former, ça veut dire sécuriser les bâtiments de production, investir pour effectivement que son avantage comparatif ne soit pas seulement une main-d'œuvre corvéable low cost. Donc c'est vrai que la difficulté au Bangladesh, c'est que le gouvernement lui-même est impliqué, il y a des intérêts économiques dans le secteur du textile, les députés sont en majorité des patrons d'usines. Là, notre rôle, il est plutôt d'appuyer les mouvements sociaux dans les pays qui luttent énormément. C'est le cas au Cambodge, au Bangladesh. Ces luttes, elles sont loin de ne pas se traduire par des succès. Au contraire, effectivement, les salaires au Cambodge ont été augmentés, les salaires au Bangladesh ont été augmentés, et au bout d'un moment, la vue court-termiste qui consiste à délocaliser d'un pays à l'autre n'a plus fonctionné. Donc là, notre rôle, il est vraiment d'appuyer les mouvements sociaux qui eux-mêmes ont la capacité, c'est très compliqué pour nous les ONG en France de faire pression sur l'État du Bangladesh. Par contre, donner un appui aux mouvements sociaux qui eux-mêmes luttent, renforcer la liberté syndicale, les moyens d'expression, etc. Notre rôle, il est aussi là. C'est un peu l'enjeu pour Terre des Hommes dans le cadre des projets que nous soutenons. Terre des Hommes essaye de ne pas juste faire de la solidarité internationale de façon humanitaire. Quand nous soutenons des projets, ce sont des projets des acteurs locaux et qui se battent au quotidien pour le respect de leurs droits humains en général, mais en particulier de leurs droits à la sécurité économique et sociale. Ce qui fait que travailler à renforcer les acteurs locaux et à les accompagner dans des luttes locales,
permet un peu de mondialiser le droit. Et de ce point de vue, on a les mêmes problèmes. Voilà, en France, Parti socialiste, mais les mêmes difficultés que dans les pays dits du Sud et pauvres. Et ça me permet de faire le lien à l'État néolibéral, parce que nous avons des gouvernements qui deviennent des actionnaires, qui sont endettés, et donc qui pactisent en fait avec ces organisations économiques, et du coup qui n'ont plus de recul par rapport à la régulation. Donc, on se demande dans quel type de démocratie on est, du coup, puisque voilà, on a des représentants qui ne peuvent plus nous protéger, qui ne peuvent pas entendre voilà, nos demandes, et pourtant, voilà, nous sommes en démocratie, voilà, business démocratie, point d'interrogation. C'est un sujet qui devient de plus en plus sensible, sur lequel pas seulement les organisations de la société civile, mais d'autres acteurs se penchent. Il y a tout ce qui est l'ISR, donc l'investissement socialement responsable, qui maintenant, je pense, est un moyen de mobilisation et de sensibilisation sur ce sujet-là, un moyen de pression également. C'est un sujet quand même qui monte, c'est un sujet que les pouvoirs publics aussi ont décidé de pousser avec le label ISR. Voilà, donc, en tout cas pour les organisations de la société civile, les investisseurs responsables peuvent être des partenaires. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel nous on est en train de travailler. Comment ensemble faire pression sur les actionnaires dits traditionnels. Notre moyen c'est l'activisme actionnarial. Il y a quelques ONG qui le font déjà, mais il faut aussi être assez costaud, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'écrire des lettres au moment des AG, ce que nous on pourrait faire, mais c'est aussi d'être présent, d'avoir des membres, de pouvoir débarquer au niveau des AG et de dire voilà, c'est une question qui est sensible. Les petits changements, c'est aussi qu'avant on parlait que des actionnaires, maintenant on parle de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc on est moins sur le seul actionnaire, mais aussi le salarié, mais aussi la communauté, mais aussi les pouvoirs publics qui régulent, etc. Donc c'est en faisant, en étendant cette notion qu'on peut diminuer aussi le rôle de l'actionnaire. Mais j'allais dire, on voit, c'est un problème économique d'abord. Donc pour fragiliser cette notion-là, on peut continuer toujours à faire de l'activisme actionnarial, de développer l'ISR, etc. Mais ça reste quand même assez anecdotique. Oui, moi je pense effectivement que c'est assez anecdotique. Alors la question effectivement des actionnaires, elle est extrêmement importante. Merci de l'avoir posée. Mais je suis quand même assez sceptique sur l'efficacité de l'ISR et encore plus de l'activisme actionnarial. Aux États-Unis ou au Japon, c'est beaucoup plus développé qu'en France. Ça n'aboutit pas à grand-chose. En France, pratiquement rien du tout. Moi, je pense que ce à quoi il faut s'attaquer, et ça peut faire l'objet d'un travail dans les années qui viennent, notamment de la part des juristes, c'est qu'il faut s'attaquer à la loi sur les sociétés anonymes par rapport à la responsabilité limitée. Cette loi date de 1867, alors c'est vrai qu'elle a été revue en 1966, mais on n'a pas... elle est vraiment obsolète, c'est dépassé aujourd'hui. Il faut responsabiliser les actionnaires, il ne faut pas qu'ils aient une responsabilité limitée. Cet accord, il est précisément, on a mis 2 ans à négocier précisément parce qu'il est placé sous l'égide de l'OIT avec une équipe d'inspection indépendante, et j'insiste parce que ça n'est que parce qu'il y a eu 1138 morts, 1 million de citoyens, un tel tollé médiatique et que les marques se sont senties vraiment acculées qu'on a pu arriver à un type d'accord qui est bien balisé finalement. Donc les inspections sont indépendantes, elles ont eu lieu, l'accord est respecté, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de dysfonctionnements qui ont été repérés dans les usines, ça a fait quelques articles de presse, les médias disant là c'est pas... Mais en fait, précisément, ça choque personne, ces usines elles sont dans l'état de délabrement pas possible, donc heureusement qu'il y a eu des dizaines de milliers. Elles ont été fermées, la seule chose c'est que c'est un accord, cet accord c'est une goutte d'eau et ça ne change en rien le modèle économique. Or, si on arrive à faire dire à ces multinationales publiquement
Oui, nous, grands acheteurs du Bangladesh, grands acheteurs du Cambodge, signons cette lettre et manifestons le fait, et disons clairement que nous ne délocaliserons pas notre production si vous augmentez les salaires. D'abord, ça montre le déséquilibre, on parle de la responsabilité des États, mais en fait, H&M est plus puissant que l'État du Bangladesh, pour le secteur textile encore une fois, hein. Donc c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Et en fait, on a besoin d'inclure dans la négociation ces multinationales, parce que derrière, ça donne aussi un pouvoir aux ONG, aux syndicats dans les pays de production textile pour revendiquer. Leur tournée ici, elle consiste à promouvoir l'augmentation du salaire minimum de 100 à 177 € et de nous mobiliser pour qu'on mobilise les multinationales. Ils savent très bien que seuls face au gouvernement de Bangladesh et face à une fédération employeur ultra puissante des fabricants du textile au Cambodge, le rapport de force, elles ne l'auront jamais en leur faveur. Oui, sur le principe, et oui, il faut pousser pour, mais en tout cas à Sherpa, on essaye d'être un peu pragmatique parce qu'on est tout petit, donc il y a des choses qu'on pousse au niveau théorique, mais après, comme on a très peu de moyens, on se concentre sur ce sur quoi on pense qu'on pourra agir dans un délai assez court. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit en tout cas pour ce sujet-là. Ça a été sur la table il y a quelques années, donc la Cour pénale internationale, il y a eu des études, est-ce que ça doit être réservé aux personnes physiques, est-ce qu'on peut l'étendre justement aux personnes morales et donc aux multinationales. Je pense que compte tenu de la situation économique globale, on n'est pas prêt de pouvoir faire changer ce sujet-là. Donc essayons d'autres moyens d'action. Comme chaque société, du fait de l'autonomie, de la responsabilité, est responsable de sa propre faute, du coup on irait voir les articles 1382 et 1383 du Code civil sur la responsabilité générale. Et là, la victime, elle devra prouver que la société mère a commis une faute dans le cadre de son contrôle. Et donc pour prouver cette faute, il y a les trois éléments, il y a le dommage, la faute et le lien de causalité. Et ça, c'est extrêmement difficile d'aller prouver le lien de causalité aussi entre la faute de l'entreprise, si tant est qu'en plus on puisse avoir des informations sur cette faute-là. Est-ce que c'est une décision du CEO, du conseil d'administration, etc. Et le lien de causalité avec le dommage qui a été subi dans le pays tiers. Donc ça, c'est extrêmement difficile et nous, on a deux dossiers en cours parce que c'est vrai qu'on a plutôt fait des actions pénales au départ du fait de la spécialité du président, et là on essaie depuis plusieurs années de rediriger, sauf qu'on est devant les obstacles de démonstration de cette difficulté-là, de devoir le prouver au juge, et donc on est très sceptique sur le fait qu'on pourra aussi faire avancer le droit là-dessus. Donc on a une procédure qui devrait débuter dans pas longtemps, qui sera vraiment là-dessus. Mais ça fait quand même 2 ans qu'on essaye de montrer ce lien de causalité sur un dossier en particulier. Donc vous imaginez en plus le temps que ça peut prendre à une organisation de juristes basée en France qui va travailler sur la maison mère. Donc pour des victimes qui seraient tout seuls dans leur pays, c'est juste impossible en fait. Techniquement, aujourd'hui, si ça passait à l'Assemblée nationale, ça serait voté parce qu'il y a les 4 groupes de la majorité présidentielle qui ont signé. Sauf qu'on sait que comme le gouvernement est contre, ils font pression sur les députés porteurs, notamment Philippe Noguès, qui est un des députés qui a été exclu de sa commission. Donc voilà, il y a un canard, il a été puni par le gouvernement parce qu'il était porteur notamment de ce projet de loi. Donc il faudrait désolidariser un peu les députés à l'intérieur du groupe de gauche pour qu'ils puissent la porter, mais c'est extrêmement difficile aujourd'hui de se dire que si on inscrivait cette proposition de loi dans la niche verte par exemple, on ne perdrait pas un peu de la mobilisation du groupe socialiste qui permettrait le vote. Donc pour l'instant on fait comme si ça allait être débattu à l'automne, mais on a énormément de mal à mobiliser le gouvernement sur le sujet. C'est une des choses qu'on cherche à faire, effectivement, trouver, en tout cas, sinon un accord franc, pas de franche opposition. Et finalement, Kering, la dernière fois, on a participé à un colloque organisé par AEF, qui l'animatrice a demandé, donc Kering
ex-PPR, a dit que Kering trouvait que ce type de proposition de loi allait dans le bon sens et qu'il n'était pas opposé, en gros. Donc, mais effectivement, on aurait intérêt, on cherche à avoir un soutien plus franc de certaines entreprises. Je pense que la difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'on est confronté aux organisations patronales. Et là, c'est un bloc monolithique. Donc, et c'est très souvent aussi le moins 10 ans, le minimum commun dénominateur. Or, à l'intérieur, il y a en effet des entreprises qui seraient prêtes, qui sont un peu différentes d'ailleurs des organisations palestiniennes, qui pourraient aller vers plus de transparence et un peu plus de vigilance, mais quand même pour des difficultés à l'exprimer. Nous, on travaille avec des groupes dont, en effet, les directeurs de développement durable pourraient dire des choses extraordinaires, mais le groupe ne soutiendrait pas forcément, donc ça c'est un peu difficile. Et puis, il faut qu'elles se désolidarisent des organisations patronales auxquelles elles appartiennent, donc elles peuvent le dire en privé comme ça. En public, elle va peut-être se faire taper sur les... Sur les députés, effectivement, il y a un déficit d'information, il y a un déficit d'expertise, il y a surtout à Bruxelles, un lobbying des industriels, un contre-lobbying qui est considérable, qui est sans commune mesure. Et effectivement, c'est David contre Goliath. Ça ne nous empêche pas de créer des mouvements, de se rassembler. Par exemple, au sein du Forum citoyen RSE, précisément, on cherche à porter en commun et à multiplier les demandes d'interpellation des députés. Il y a peut-être 2-3 ans, Pascal Canfin, qui était député d'Europe Écologie Les Verts, a lui-même interpellé la société civile en disant on n'a aucune expertise, les seules informations qu'on a sur la question bancaire, c'est celui des grands groupes bancaires. Il nous manque une contre-expertise de la société civile pour que nous puissions être informés. Oui, c'est un peu le côté négatif de tout ce qui se fait en ce moment. J'intervenais à l'OCDE il y a 2 jours, au comité d'investissement, sur la question des traités bilatéraux et de le règlement des différends entre investisseurs et États. Donc je représentais OECD Watch, qui est la coalition internationale de 200 organisations de la société civile qui regardent ce règlement-là, enfin cet outil-là. Et quand je disais c'est une question de principe, on ne peut pas mettre les États au même niveau qui représentent l'intérêt général, au même niveau que les investisseurs qui représentent des intérêts privés. Le chair m'a dit vous avez un argument idéologique, je ne veux même pas en entendre parler, les arguments idéologiques restent en dehors à la porte. Donc, et lui, qu'est-ce qu'il fait autre qu'apporter un argument idéologique? C'est incroyable. Mais on est ce qu'on appelle des parties prenantes extérieures. Donc il y a la communauté business, la communauté des syndicats et la communauté des ONG. Et ils daignent déjà nous entendre, ce qui est beaucoup. Donc c'est extrêmement formaté, on n'a pas le droit de réagir. Enfin, et quand on lui dit que ce système-là peut mettre en faillite des États, simplement pour le bien économique et financier de certains investisseurs, il a donné une réponse extrêmement bizarre en disant mais vous n'allez pas supprimer une cour par exemple parce qu'en Italie par exemple la mafia, les gens de la mafia peuvent accéder aux cours et notamment à la Cour européenne des droits de l'homme et vous n'allez pas supprimer la Cour européenne des droits de l'homme pour autant. Donc j'ai eu un petit peu de mal à essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. Si vous avez des limites sur le sujet, mais je pense pour dire voilà, aujourd'hui c'est même plus un sujet. Et nous, OECD Watch, on dit à la place de ce type de règlement, on pourrait proposer État à État, type de règlement. Et il a dit ça n'est même pas envisageable. L'espoir qu'il y a, c'est en effet les mobilisations citoyennes, notamment autour de ça, dans lesquelles les grandes organisations de défense de l'environnement, enfin je connais Friends of the Earth, mais il y en a plein d'autres qui sont sur ces sujets-là et qui ont vraiment mobilisé les gens pour dire non. Donc peut-être que là on aura un levier d'action, mais le levier traditionnel de négociation avec les États aujourd'hui, je pense qu'il est un peu grillé. Il faut être plus radical en fait. Puisque l'État se fait agent, VRP, puisque dans les accords commerciaux, ce qui est négocié, c'est un espace d'action de ces mêmes multinationales. Et les modèles d'arbitrage sont faits d'un point de vue contractuel, comme dans le cadre des contrats privés. Chaque fois qu'il y a un problème dans la mise en œuvre des accords de libre-échange, ce sont des
des institutions d'arbitrage et non pas la justice, comment je peux dire, citoyenne qui traite des questions. Donc l'État, nos États, nos gouvernements, nos systèmes démocratiques sont devenus, je sais pas, des affaires de contrats privés. Moi, je remarque quand même que le TAFTA, c'était extrêmement opaque, on n'en parlait absolument pas il y a encore un mois, et que quand même depuis quelques semaines, je vois que c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans le débat public, et je trouve qu'il y a eu effectivement comme une grosse mobilisation au niveau international, qui fait qu'aujourd'hui il sort un peu de l'anonymat, et effectivement il faudrait, pour moi c'est le seul moyen effectivement qu'on en parle, mais je constate quand même qu'il y a moins de c'est un sujet totalement occulté, et que quand même maintenant il est vraiment porté dans le débat public, donc c'est une petite note d'espoir. On arrive à la fin de ces échanges avec finalement l'idée que on pourrait travailler à la mondialisation de la citoyenneté sociale pour qu'on devienne tous, où que l'on soit, des acteurs en capacité de mobilisation et d'action en connaissance de cause. La question de la connaissance de cause, c'est vraiment de comprendre les enjeux, les techniques qui sont utilisées par les acteurs transnationaux pour pouvoir les construire. Et lorsqu'on a dit ça, puisqu'on a donné beaucoup d'exemples difficiles, on peut aussi dire que dans l'histoire humaine, il y a eu des moments de grande conquête des droits à partir de grandes mobilisations citoyennes. Donc ça veut dire qu'on peut renouveler les conquêtes, et je terminerai par cela. Et donc le chantier, c'est comment renouveler aujourd'hui de nouvelles conquêtes politiques, sociales, juridiques, en trouvant aussi, et c'est un enjeu majeur, les dispositifs, les politiques publiques adaptées à l'environnement d'aujourd'hui, aux problématiques d'aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a pas que des nouvelles négatives, il y a des lueurs d'espoir, à nous de les saisir.